les échanges qu'on a pu avoir effectivement, donc ils tournaient autour de l'IA et de la façon de l'appréhender. Alors déjà, ce qui était hyper intéressant, c'est de voir, à la fois, les différences de maturité entre les marques, mais en même temps la prise de conscience. C'est-à-dire que, comme on se le disait, on est sur un sujet qui est identifié par tout le monde. Donc déjà, c'est une bonne chose parce que parfois, il y a des sujets qui vont arriver sur le marché et sur lesquels il y en a qui vont dire: «Non, moi, j'y vais pas». Là, tout le monde est conscient qu'il va falloir y aller. La question, c'est comment? Il y avait, tout un sujet au niveau du fait de se poser la question de qui va mettre en place dans les organisations, l'IA. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est donc quand on parle d'IA, il va y avoir toute une thématique par rapport au client, à qui on a en face, mais il y a aussi toute une problématique par rapport à l'interne. Donc ça va augmenter notre productivité et qui dit que ça va augmenter notre productivité dit qu'au final, ça doit concerner tout le monde dans l'entreprise, pas juste un pôle. Et donc, qui doit porter les sujets d'IA? Naturellement, la direction. Et donc là, en fait, concrètement, c'était pour moi un sujet hyper intéressant parce qu'on s'est vraiment posé la question: est-ce que c'est une DSI qui doit gérer l'intégration de l'IA via les outils par lesquels on va passer, ou est-ce que ça doit être, je sais pas, une direction marketing, une direction digitale, une direction data? Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldwers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent puisqu'il s'agit d'un débrief du One-to-One Retail e-commerce de Monaco dont la 15e édition s'est tenue il y a un mois et demi. Un événement qui, en 15 ans, a vu le commerce changer de nature. On est passé d'une relation assez directe entre une marque et son client à un écosystème beaucoup plus complexe, structuré par une succession d'intermédiaires, marketplace, algorithmes et désormais agents conversationnels. Derrière cette évolution, une question assez simple en apparence, mais qui en réalité est assez structurante. Est-ce que le commerce est en train d'échapper aux marques? Et c'est précisément ce que cette édition 2026 a cherché à explorer en donnant la parole à celles et ceux qui vivent ces transformations au quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Mamin, directrice du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, ainsi que Lisa Nakam, CEO de Jonac et membre du comité éditorial de l'événement. Nous allons structurer cette conversation en deux temps. D'abord avec Sonia, nous reviendrons sur cette édition 2026, les choix qui ont été faits, les sujets qui ont été mis en avant et ce que cela dit du moment que traverse le secteur. Puis, dans un second temps, nous prendrons un peu de recul avec Lisa pour revenir sur les discussions du Before, cet espace d'échange entre pairs qui permet d'explorer plus en profondeur les transformations en cours. J'ai eu l'occasion de co-animer un atelier dans ce cadre autour d'une question qui revient souvent depuis quelques mois. Qui vend à qui lorsque l'intelligence artificielle commence à conseiller les clients? Les échanges ont fait émerger quelques points assez clairs. L'IA s'installe comme une nouvelle interface entre les consommateurs et les produits.
la question de la visibilité se déplace progressivement vers les environnements d'intelligence artificielle et les entreprises doivent commencer à arbitrer entre la maîtrise de leurs canaux et leur présence dans ces nouveaux espaces. On va donc essayer ensemble de revenir sur tout cela avec un peu de recul, en croisant les regards. Mais avant de commencer, Sonia, peux-tu te représenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, écoute, je suis donc Sonia Mamin, je suis la directrice des One-to-One, gros événement plébiscité aujourd'hui sur le marché français pour tous les acteurs du retail et du e-commerce, où l'écosystème vient se retrouver pendant 3 jours pour des rendez-vous d'affaires, travailler en même temps sur des sujets d'actualité et bien sûr networker, échanger entre pairs. Ouais, il y a une notion pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le one-to-one ou alors que de nom qui est importante, c'est que c'est effectivement une sélection d'invités à huis clos pendant 3 jours. C'est pas un salon comme à la porte de Versailles, voilà. Non, c'est pendant 3 jours, donc des décideurs qui viennent avec des projets d'investissement, qui viennent rencontrer finalement tous les acteurs du marché, les acteurs techno, qui ont aussi été validés par le comité éditorial. Et ils viennent se rencontrer, ce sont des rendez-vous de 25 minutes et qui permet finalement d'entamer, de creuser en fait les problématiques de ces décideurs et bien sûr le Graal pour eux, c'est de pouvoir signer avec l'un d'entre eux. Et c'est effectivement une place de marché, c'est aussi un contenu éditorial qui vient s'associer à ça. Il y a différentes conférences, il y a des keynotes d'ouverture, de fermeture. Beaucoup de personnes viennent prendre la parole, d'où finalement une ligne éditoriale pour l'événement. On a commencé à le dire en introduction. Comment ce thème a été est-ce que le commerce échappe aux marques? Comment il a été structuré? Comment on arrive à proposer ce thème-là? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, on fêtait nos 15 ans. L'événement a toujours eu à cœur d'être au plus proche finalement des problématiques du marché. Et cette année, l'IA, la mutation du commerce, le commerce à 3 voies, avait plus que de sens puisqu'en fait aujourd'hui, on a la problématique de la marque, du client. Donc on était sur un modèle assez binaire qui aujourd'hui est tripartite avec effectivement l'IA qui vient s'intégrer finalement dans le parcours client. Le choix du thème, il est discuté en comité éditorial. C'est le rôle du comité éditorial? Bien sûr. Nous, en tant qu'organisateurs, on fait une proposition de ligne éditoriale qui est challengée par le comité, qui sont tous des experts du marché, patrons de boîte. Et donc, en fait, cet échange est hyper constructif et permet finalement d'avancer sur une programmation extrêmement riche et permet en même temps aux prestataires de solutions qui sont présents d'aligner finalement leur contenu au travers des workshops sur ce fil rouge qui est la grande thématique de l'événement. Bon, alors cette année, qu'est-ce que tu dirais qui a changé, même si on devine un petit peu au travers de tes propos, hein, il y a déjà le mot IA qui a été prononcé un certain nombre de fois depuis qu'on a commencé à parler. C'est une évidence, mais qu'est-ce que ton ressenti là après cette édition, qu'est-ce qui a changé par rapport aux éditions précédentes? Alors, qui a changé, je dirais pas ça, mais en tout cas, on est dans la continuité finalement de la progression et de la maturité du marché. Ouais. Avec une technicité qui est quand même de plus en plus complexe pour les marques et les distributeurs. C'est pas que du retail, c'est finalement du retail tech qu'il faut intégrer. Quand on écoute un certain nombre de marques ou de sites e-commerce qui prennent la parole, c'est que aujourd'hui ils parlent beaucoup de leur plateforme qui leur permettent de faire du commerce. Donc il y a la plateforme techno, il y a la data. Et aujourd'hui, il y a aussi l'IA qui vient s'imbriquer dans ce dispositif. Donc en fait, dans les 3 faits marquants, il y a la problématique d'être lisible, d'avoir une offre lisible sur le marché, ça c'est indéniable. Le deuxième, c'est de rester désirable pour les clients. Et puis d'agir avec responsabilité, puisqu'on sait aussi que l'IA, c'est bien, c'est chouette, mais c'est aussi très consommateur d'énergie. Donc il faut pouvoir le faire avec toute bonne conscience que l'on puisse avoir. Est-ce que
Tu parles de maturité et je partage ton point de vue. C'est vrai que c'est quelque chose, et on en reparlera avec Lisa tout à l'heure, qu'on a pu tous ressentir. La nature des discussions, elle était à la fois, est-ce que c'est une question à la fois sur ce qui permet de vendre la délégation et puis aussi l'intégration des solutions IA, parce que tu parlais des prestataires. J'ai aussi eu l'occasion d'animer le pitch startup. J'ai pu voir un peu ces nouvelles solutions émerger et il y en avait pas une qui était pas autour de l'IA. Bah, en fait, aujourd'hui, l'IA, c'est comme la data il y a quelques années. Ça s'imbrique complètement, en fait, dans l'ensemble du parcours. Enfin, une techno aujourd'hui qui n'a pas d'IA embarquée, euh, Ouais. elle ralentit considérablement et on peut se faire d'un peu de soucis pour elle. Est-ce que tu as l'impression que dans les échanges que tu as pu avoir avec les distributeurs et les marques, ces enjeux d'intégration de ces technologies à l'intérieur des process, à l'intérieur des organisations, est déjà bien embarqué? Alors, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une prise de conscience sur le fait que l'IA doit être embarquée. Il y a un certain nombre de POC qui ont été réalisés, de manière plus ou moins aboutie d'ailleurs. Je pense que Lisa en parlera après. Là, aujourd'hui, le gros sujet qu'ont les marques et les distributeurs, c'est de transformer des POC en cas d'usage de manière pérenne, sachant que on est systématiquement sur du test and learn, du A/B testing, tout ce qu'on veut. Tout est mesurable et doit être mesuré quoi qu'il arrive. La deuxième chose qui m'a marqué, en tout cas, sur cette édition, c'est les sujets autour de la gouvernance. Mmh. Qui, quand, comment peut utiliser l'IA au niveau des organisations pour faire avancer le business. Et ça, c'est, il y a Thomas Métivier, le CEO de Cdiscount, qui en a parlé très justement, en disant laissez vos collaborateurs tester, avancer, pour pouvoir justement déployer des cas d'usage. Mais ceci doit se faire aussi avec quelques garde-fous quand même, parce que il y a des enjeux de privacy, il y a des enjeux de données, de confidentialité bien entendu, et donc c'est la partie la plus compliquée, à mon avis, à mettre en œuvre au sein des organisations, surtout sur les très grosses organisations. Ouais, effectivement, je rejoins ce point. J'ai effectivement discuté avec Thomas qui a une vision très claire sur l'impact dans les organisations de l'IA, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup autour du front office, hein. Qu'est-ce que ça va venir aider à faire? Mais il y a beaucoup de choses en interne et justement reconfigurer la gouvernance des entreprises. Merci Sonia pour ce petit débrief. On va continuer avec Lisa. Lisa, j'introduisais Jonac en introduction. Est-ce que tu peux te présenter un peu mieux? T'es passé, on a regardé sur l'historique, on a enregistré un épisode tous les deux et il y a 6 ans, bientôt. 6 ans. Jonac est une marque connue, mais allez, je veux bien que tu te représentes et que tu représentes un peu Jonac. Oui. Donc moi, je suis donc directrice générale associée de la marque. Donc Jonac, c'est une marque familiale qui a été fondée par mon grand-père en 1964, reprise ensuite par mon papa, puis par mon frère et moi, et ma sœur qui nous a rejoints dernièrement. Et donc voilà, on fait de la chaussure pour femmes depuis donc pas mal d'années. On travaille donc, on était historiquement une marque française. Aujourd'hui, on ne l'est plus puisqu'on a ouvert dans pas mal de pays. Voilà, on est très digitalisé. On a un peu plus de 30% de notre chiffre aujourd'hui qui est réalisé online. Voilà, on fait des chaussures donc en cuir. On est une marque certifiée Bicorp. On a des usines qui sont principalement au Portugal. On travaille que le cuir, voilà. Ouais, c'est une belle marque qui a, je pense, tout le monde dans l'écosystème est témoin de son expansion. Tu peux nous donner le nombre de magasins? Est-ce que vous avez... On a à peu près une centaine de points de vente. Ouais. Voilà. Qui sont répartis en France et alors voilà, on est présent donc en Suisse, au UK, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, à Hong Kong, au Maroc. Voilà. Et c'est en propre, c'est intégré, c'est franchisé? Oui. Alors donc on n'a pas de franchise. Voilà, il va juste y avoir, par exemple, Hong Kong, c'est une joint venture avec une société locale. Mais sinon, tous les magasins français sont des magasins succursales.
Bon, merci pour cette petite carte d'identité sur Jonac. Je le disais en introduction, on a participé tous les deux au Before. Le Before, pour le recontextualiser un peu plus, c'est une demi-journée de discussion, de réflexion. Sonia, tu m'arrêtes si je dis des bêtises ou tu me corriges. Avec une centaine de patrons, des retailers et des marques pour aborder. Là, cette année, il y avait 3 ateliers, 3 sous-jacents autour de la question centrale de la délégation, de la délégation. Comment De l'intelligence artificielle, ouais, comment l'appréhender en fait au sein des organisations. Et donc on a 3 ateliers pendant une demi-journée, la matinée avant l'ouverture de l'événement. On va réfléchir sur un thème précis et partager entre nous les réflexions. Et c'est un peu ce qu'on a décidé de présenter en débrief de cet événement, parce que je pense que ça cristallise beaucoup les choses. Allez, Lisa, qu'est-ce que tu as retenu, un premier point que tu as retenu important des échanges qu'on a pu avoir? Alors, donc les échanges qu'on a pu avoir effectivement, donc ils tournaient autour de l'IA et de la façon de l'appréhender. Alors déjà, bon, ce qui était hyper intéressant, c'est de voir à la fois les différences de maturité entre les marques, mais en même temps la prise de conscience. C'est-à-dire que, comme on se le disait, on est sur un sujet qui est identifié par tout le monde. Donc déjà, c'est une bonne chose, parce que parfois, il y a des sujets qui vont arriver sur le marché et sur lesquels il y en a qui vont dire « Non, moi, j'y vais pas ». Là, tout le monde est conscient qu'il va falloir y aller. La question, c'est comment ? Voilà, et donc il y avait tout un sujet au niveau du fait de se poser la question de, en fait, qui va mettre en place dans les organisations l'IA. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est donc quand on parle d'IA, il va y avoir toute une thématique par rapport au client, à qui on a en face, mais il y a aussi toute une problématique par rapport à l'interne. Donc, ça va augmenter notre productivité, et qui dit que ça va augmenter notre productivité dit qu'au final, ça doit concerner tout le monde dans l'entreprise, pas juste un pôle. Et donc, qui doit porter les sujets d'IA ? Naturellement, la direction. Et donc là, en fait, concrètement, c'était pour moi un sujet hyper intéressant, parce qu'on s'est vraiment posé la question, est-ce que c'est une DSI qui doit gérer l'intégration de l'IA via les outils par lesquels on va passer, ou est-ce que ça doit être, je sais pas, une direction marketing, une direction digitale, une direction data, et voilà, et vraiment de se dire... Une direction IA. Voilà, ou demain, une direction IA, Ouais. Mais concrètement, quel que soit ce choix, le problème, c'est que de se poser à ce niveau-là, ça veut dire que demain, je sais pas, moi, si on utilise de l'IA pour le stylisme, voilà, concrètement, il en serait exclu. Et donc, il faut vraiment remonter au niveau au-dessus pour se dire, c'est un projet d'entreprise, ça doit être porté par la direction, parce qu'en fait, tous les pôles de direction doivent utiliser de l'IA. Ouais, c'est absolument pas silotable. C'est ce qu'on peut retenir. Ça infuse l'ensemble des composantes métiers d'une organisation, et qu'à ce titre-là, c'est vrai que c'est un consensus qui a émergé. Ça doit être pris directement par le boss, par le CEO, par le... Complètement. Voilà. Après, on va avoir besoin d'aide, et donc là, voilà. En tout cas, dans l'atelier, on a quand même souvent parlé de data. On se rendait quand même compte que souvent, ça allait être les pôles proches de la data qui allaient quand même pouvoir opérer un maximum de choses. Exactement. Avant d'aller plus en détail, moi, j'ai retenu que dans les discussions qu'on a eues, il y avait une approche différente de la délégation de la relation client, selon qu'on soit un distributeur, un retailer ou une marque. Et je me souviens que tu as particulièrement insisté sur ça, et tu as été rejointe par les autres marques qui étaient là pour dire moi, j'ai toujours, ce que j'ai retenu de toi, de tes propos, c'est: j'ai jamais été sur une marketplace, c'est pas aujourd'hui, je vais aller me mettre sur un LLM. C'est un peu ce que tu nous as dit, non? Alors, oui, alors attention, je veux bien être sur un LLM dans les résultats de recherche. Voilà, c'est ça. Donc voilà, simplement, c'est par rapport à l'agentique commerce, par rapport au fait de pouvoir vraiment commander demain sur un LLM, où là, en fait, concrètement, je me demande si c'est pas, en fait, perdre la force de la marque. Et donc, concrètement, aujourd'hui, je pense que la différence, effectivement, entre un distributeur et une marque, elle va se poser là-dessus. Le distributeur, il a besoin de plus vendre. Et donc, concrètement, à partir du moment où il y a un nouveau canal,
comme ce que proposaient les LLM, il faut y aller. Alors que quand on est une marque, on va avoir envie de se protéger, de conserver la relation avec le client et donc qu'on puisse être trouvé sur une LLM quand on fait une recherche du type meilleures chaussures sur Paris, c'est très bien. Mais par contre, qu'on puisse acheter à ce moment-là, pour moi, le seul moyen qu'on a de se protéger, c'est de se dire, bah non, en fait, on va pas créer cette connexion pour qu'en fait, on conserve en fait l'achat à partir demain d'un site ou ou de de quelque ton chose. environnement digital, mais parce que c'est important pour toi de maintenir l'expérience consommateur dans un environnement que tu maîtrises. C'est quoi ce qui te pousse à affirmer cette volonté de ne pas de mettre ton catalogue sur les LLM? Je pense que donc oui, il y a tout un sujet expérientiel qu'il faut qu'on conserve parce que mine de rien, quand on achète un produit, on n'achète pas qu'un produit, on achète toute l'expérience qui va avec. On achète la marque en fait quand même, hein. On achète l'appartenance, on achète tout ça, donc ça, il faut pas le perdre. Et je pense que effectivement sur le LLM, même si tu peux demain, améliorer en tout cas l'expérience pour qu'elle soit un petit peu plus ressemblante à celle de ta marque, on sera quand même pas complètement on n'infusera pas dans dans ce qu'on a envie de ressentir En fait, quand tu on va racontes sur pas un site, en fait. ton histoire de la même façon quand tu délègues ou quand c'est toi qui le Voilà. fais par en propre. Et ensuite, il y a il y a beaucoup de sujets, en fait, mine de rien. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient sur mon site, on a fait 15 ans d'analyse pour arriver à des choses, pour lui proposer certaines fonctionnalités, pour analyser son comportement et donc lui pousser ça plutôt que ça, etc. Et donc ça aussi, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de perdre. C'est-à-dire que si demain on achète sur les LLM, on n'a plus que le post-achat. C'est hyper réducteur. Donc évidemment, on pourra quand même faire des choses en post-achat, mais par contre, concrètement, moi, j'estime qu'aujourd'hui, en pré-achat, il y a quand même énormément de choses qui sont faites et que j'ai pas envie, en fait, de donner demain au LLM. Les retailers, je sais pas Sonia si tu les as, je pense que si, entendu le même son de cloche, mais les retailers qui participaient à cet atelier, dans la réflexion, ils disaient: «Ouais, mais alors moi, en revanche, si» je me souviens, il y avait l'exemple d'une pelle à neige qui avait été pris, enfin, pour dire un outil qui est technique. Moi, ce que je veux en tant que consommateur, c'est qu'on me dise, laquelle est la plus performante pour le besoin que j'ai et finalement, les LLM, ils font bien le job. Donc, les distributeurs, ils disent, bah ouais, moi, je vais aller ouvrir mon catalogue produit au LLM. Alors, oui, mais c'est assez, je pense que c'est assez réducteur sur le process. C'est-à-dire que oui, on peut tout à fait acheter tout de suite. On peut se dire, tiens, ma pelle à neige, je vais l'acheter directement parce que c'est pas très excitant d'acheter une pelle à neige et on s'en fiche de savoir si on l'achète chez un tel ou un tel. En revanche, je pense qu'il y a, du point de vue du consommateur, c'est ce que disait Lisa aussi, c'est que quand on achète un produit, une marque, on a envie de rester dans cet univers. C'est aussi une opportunité pour les marques de faire de l'upsell. Pour les marques, ouais. Pour les marques. Et en plus de ça, viennent se rajouter quand même quelques complexités sur les achats de LLM. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle certains distributeurs, entre autres, sont un peu frileux. C'est la transaction. Comment va se passer la transaction? Qui détient la transaction? Le choix des livraisons. Et en fait, finalement, l'authentification aussi. C'est-à-dire que si j'achète la pelle à neige sur via un LLM, ok, super, mais je donne mes données à qui? Ça, c'est exactement la question qui se pose. Et, on avait l'exemple de Conforama avec nous qui partageait son expérience et qui disait: non mais moi je veux bien mettre mon catalogue produit, bien mettre mon app sur un chat GPT parce que je veux mes consommateurs ils voient le maximum de produits. Oui, mais là on est dans la génération de trafic ou l'acquisition de leads / rétention client. Mais ça, c'était pas vrai avec tout le monde. Romain Roy de Greenwiz disait: moi, j'ai pas du tout envie d'y aller en fait. Je veux garder mon expérience de marque. Je suis la destination des produits alimentaires bio. Je veux le rester et on vient me voir pour ça. Complètement. Et il rejoint finalement, toi, Lisa, ta position. Complètement. Et après, il y a aussi un élément qui est tout bête, mais que les résultats de recherche dans les LLM sont hyper réducteurs. C'est-à-dire que quand on vend de la mode, typiquement, quand tu cherches une paire de bottines, quand tu vas scroller,
tu vas te familiariser avec cette mode, en fait. Le fait d'en voir beaucoup, ça va faire qu'au bout de, 20 produits, tu vas dire: «Ah, en fait, j'aime bien ce style». Alors que peut-être qu'au début, en ayant vu juste une seule bottine, concrètement, tu aurais pas forcément craqué pour ce style. Et tu veux dire qu'on est influencé par les donc algos? mais oui, en fait, naturellement. Et donc, mine de rien, quand tu vas demander à la LLM: «Propose-moi, 3 bottines que je vais bien aimer», et qu'elle va t'en proposer que 3, en fait, tu perds cette richesse-là. Mais c'est pas déjà le cas avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Heu, Les algos, ils te proposent toujours ce que t'aimes. Complètement. Mais il te propose beaucoup de choses. Ouais, Beaucoup plus de choses, en fait, que le LLM. ouais. Et donc si au final, le LLM demain, il te proposait des centaines de produits, je préfère que tu vois 100 produits chez moi plutôt que 100 produits dont, la moitié sont d'autres marques. Ouais, ça c'est, Et de toute façon, c'est pas le modèle. c'est juste pour aller, un peu plus loin, sur, cette conversation-là, si on parle des LLM, ChatGPT, Gemini, Claude? Claude, bref, tous les grands modèles de langage, ils sont américains. Et il y en a d'autres qui sont américains. C'est les GAFAM, c'est les Skims, c'est en fait beaucoup de choses. Et on en parlait avant d'enregistrer. On n'a jamais entendu autant parler de souveraineté qu'à cette édition-là. On en a parlé pendant Mmh. l'Ubifor. Sonia, je pense que tu en as entendu parler Bien aussi. sûr. Ça raconte quoi? Je pense que ça raconte, je pense que c'est les débuts d'une peur, en fait. C'est quelque chose qu'on ne visualisait pas du tout, dont personne ne s'inquiétait. Limite, en fait, au contraire, à l'époque, avant en tout cas, voilà, quand tu voyais, une grosse boîte américaine, tu étais plutôt rassuré justement et tu te disais: «Bon, voilà, ça valide mon choix», concrètement. Alors qu'aujourd'hui, tu te dis: «Bon, il y a quand même un sujet, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, si ce n'est absolument toute ma donnée, qui va être, détenue par, des sociétés hébergées dans des endroits, que tu ne connais pas, et cetera». Et donc on commence à se poser cette question de se dire: «Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on n'a pas peur de ça?» Et voilà, et je pense que c'est vraiment un sujet légitime. Et mine de rien, vous voyez, moi je trouve que ce qui s'était passé avec OVH, en Mmh. fin d'année, Mmh. c'était aussi des éléments qui commencent à nous faire sentir un petit peu cette angoisse. Parce que tu te dis: «Mais en fait, des bugs de sociétés comme ça bloque, 15 des volumes du web mondial pendant des heures». Et tu te dis: «Mais c'est ce qui peut se passer». Et donc voilà, et donc je pense que ça commence à germer dans l'esprit des gens, avec voilà des degrés de maturité différentes, mais on commence tous à se dire, «Est-ce qu'il va pas y avoir un moment où il va falloir dire stop à ça et reprendre ta data et en tout cas, te rassurer et Mmh. retrouver, ta souveraineté par rapport à». Toi, tu l'as entendu aussi, Sonia? On le voit et on l'entend et ça vient aussi, de décisions, politiques folles sur lesquelles la personne peut appuyer sur le bouton et nous, de l'autre côté du continent, on est bloqués. Et puisque ce qui est incroyable, c'est on parle clairement de l'effet Trump, hein, donc on est sur des effets géopolitiques qui influent sur Partout, oui. des réflexions Oui. stratégiques dans Mmh. les organisations, dans les entreprises européennes et françaises. Il y a post one to one, j'ai lu un article, je sais plus dans quel journal, qui posait la question: et si Trump décidait de couper l'Europe? Oui, mais c'est ce Ouais. qu'il l'a menacé, il l'a dit. De toute façon, en fait, pour travailler avec les US, depuis août, il a décidé d'enlever les de minimis. En fait, concrètement, il a toute la stratégie de toutes les boîtes françaises qui travaillent avec les US ont été, extrêmement, impactées. On a tous nos chiffres sur les US qui ont baissé drastiquement puisque nos prix ont flambé. Donc ça, c'est les tarifs, les fameux droits de douane. Mais donc ça se voit à tous les niveaux, quoi. Il y a, mais ça, oui, mais ça va plus loin, tu vois. Comment il s'appelle, Thierry Breton, on lui a retiré le droit d'accès aux États-Unis, Ouais. on lui a coupé sa carte Visa. Enfin, c'est quand même délirant parce il tenait des positions à Bruxelles qui n'étaient pas du goût de Donald Trump. Donc, on est quand même sur une réalité qui peut s'opérer. Et dans ce cadre-là, il y a, moi j'ai entendu, je peux pas les citer, mais des annonceurs qui disent aujourd'hui, moi, dans les appels d'offres,
je veux un volet souveraineté. Je veux savoir où ma donnée va et si tu peux pas me garantir qu'elle est en France ou dans l'Union européenne, tu ne peux pas candidater. Ouais. Moi, je comprends. Je fais partie de ceux qui voilà et je pense qu'il y a la souveraineté et il y a aussi tout un sujet de dépendance et ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle, voilà, des GAFAM, on a vu l'impact de dépendance dans lequel on est aujourd'hui vis-à-vis, enfin, voilà, d'un Meta, d'un Google et cetera et donc il y a aussi ça, il y a aussi le fait de savoir que là, on est au début de quelque chose. Est-ce qu'on a envie de mettre le doigt dans l'engrenage, d'une Mmh. dépendance qui sera totale demain? Et donc, qui veut dire plein de choses. Alors, elle va être forcément financière, parce que concrètement, une fois que tu es complètement dépendant d'un outil, demain, il a envie d'augmenter tes prix, il augmente tes prix comme il veut. Et toi, tu n'as pas d'autre choix que de rester. Et ça aussi, c'est des éléments importants, parce que c'est ce qui s'est passé Bien sûr. concrètement en 20 ans, Espèce d'oligarchie Avec du qui search, entre autres. complètement. qui contrôle tout. Est-ce qu'on peut apporter de la nuance par rapport à ces peurs, hein? Tu as utilisé le mot peur et c'est vrai, c'est ça ce qui motive le sujet, les débats autour de la souveraineté peut être relativisé par le fait que l'Europe, c'est le plus gros marché au monde, que couper l'Europe, c'est se couper du plus gros marché au monde. Donc finalement, est-ce qu'il y aura pas un rééquilibrage par le marché, tu vois, la fameuse main Heu, invisible qui vient un peu réguler tout ça? Je pense pas que ça va être coupé. Je pense pas que ça va être coupé, il ne peut pas le faire. En revanche, ça n'empêche pas le fait que s'il coupe, il faut qu'on se prémunisse. Donc c'est ça en fait la question. Et c'est pour ça que Lisa disait que il y a une peur, c'est que effectivement il y a une dominance très forte qui fait que du coup c'est des opportunités effectivement pour les acteurs européens et français de pouvoir émerger. Maintenant, je crois pas à une coupe drastique. Non, mais moi non plus, mais à une forme de contrôle, ouais. voilà et puis de toute façon, on n'a pas les moyens financiers, de faire face à ce que Non, l'Amérique fait, en termes d'IA. Donc non. concrètement, il faut aussi se rendre à l'évidence, il va falloir faire avec. Donc la question, c'est comment? Mais oui. Ouais. On parlait aussi dans cette dans nos réflexions de l'IA agentique. Tu as commencé à en parler. Donc l'IA agentique, il y a deux notions d'agentique dans l'IA. Il y a l'agent déporté, les LLM, on en a parlé. Comment on existe en dehors de Google et de son moteur de recherche au travers des agents conversationnels que tout le monde connaît, les fameux LLM. Et puis il y a le commerce agentique qui consiste à intégrer à l'intérieur des organisations des modules qui vont venir remplacer ou augmenter des processus à l'intérieur des organisations. Et ça, c'est peut-être là où il y a le plus de maturité, il y a le plus de... enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti, moi. Disons qu'il y a il y a Il y des a des... KPIs probants et tu mesures instantanément finalement la performance du dispositif que tu as pu mettre en place. Donc tu prends les sujets de prise de commande, tu prends les sujets de SAV, je pense que Lisa pourra en témoigner juste après. Déjà ça va très très vite. Si tu veux uniformiser tes fiches produits au niveau global, bien sûr, tu as tes PIM, etc. Mais l'IA va permettre d'harmoniser ça au niveau worldwide en instant record. Donc tout ça, c'est tangible. C'est tangible, C'est c'est ça. concret. Il y Oui a des, et il y a des cas oui, d'usage, en fait, qui sont tout de suite complètement. identifiables. Exactement. C'est-à-dire que l'agentique, ça reste encore, enfin en tout cas pour la France, Mmh. demain, on va dire, aujourd'hui, on peut pas encore commander, en tout cas en France, depuis LLM, alors que là, on est vraiment sur des Ouais, sujets. je sais pas si ça va arriver tout de suite, hein, parce qu'il y a des sujets de responsabilité sur le paiement qui portent la responsabilité du paiement. Tu vois que ChatGPT avec Checkout a fait marche arrière. Ouais, c'est toujours ça. Voilà, on n'y est pas. Et puis il y a toute la régulation européenne. Et puis on fait confiance aux irréductibles français pour nous trouver de l'administratif bien C'est ça. compliqué. Et puis après, il y a d'un point de vue consommateur, hein, je te coupe avant qu'on revienne sur les agents. Est-ce que jusqu'où nous on a envie de déléguer notre consentement? Et puisque tu parles du consommateur, faut pas oublier non plus que on s'adresse à une partie infime de la population Mm, mm. qui utilise aujourd'hui l'IA.
et merci de le préciser, parce que ça, c'est vraiment un sujet qui a été aussi abordé. C'est, attendez, de quoi on parle? Le e-commerce en France, c'est 12,5% du volume, de vente. Et les LLM à l'intérieur, c'est epsilonesque. Mmh. On est rien. Donc quand on parle de croissance énorme, ouais, quand tu pars de zéro, ça devient vite des pourcentages affolants. Il faut vachement relativiser les chiffres qu'on entend, comme on a Complètement. pu entendre au moment de Noël ou du Black Friday, disant je sais plus combien de pourcentage de la population a utilisé un LLM pour faire ses achats. Ouais, euh, Ouais. sachons garder raison. Ouais. Revenons aux agents internes versus ceux qui sont externes. C'est tangible, on peut voir les résultats. Justement, j'ai retenu, Lisa, que toi, tu avais expérimenté ça. Oui, complètement. Alors nous, on a expérimenté, on continue de le faire sur plein de choses. Donc effectivement, là, on est vraiment dans quelque chose, d'extrêmement, calculable, donc c'est bien. Alors, donc une des premières briques, on va dire, mais parce qu'elle est assez simple à mettre en place, c'est les agents sur le SAV. Donc, voilà. Donc là, concrètement, pour remplacer les personnes ou les services clients externalisés, qui répondaient, concrètement à tes tickets, tu vas créer des agents qui vont faire des actions. Donc c'est pas des bots, hein, c'est vraiment, des agents. Je te coupe 2 secondes pour bien préciser ce que veut dire un agent. Un agent, c'est un système qui permet de se connecter à différents SI, euh, opérer différentes tâches et les coordonner pour un résultat. Exactement. C'est-à-dire que, quand un bot, il te répondait simplement, enfin, tu lui posais une question et qu'il te répondait à la question, là, il va vraiment réaliser des actions. Donc il va, je sais pas, télécharger une pièce jointe, remplir un fichier, aller sur, le back office d'un site, Raconte-nous comment il a réalisé l'exemple que tu nous avais donné. Tu t'en souviens, l'exemple que tu nous avais donné? je sais C'était plus, avec la cliente que le produit alors voilà, oui, était oui. plus disponible. Un produit qui est pas voilà, qui va enfin un ticket par exemple d'une cliente qui a pas reçu son produit ou qui voilà, qui recherche quelque chose, il va pouvoir donc aller chercher donc sur un back office le numéro de la commande, il va aller voir sur, le site de la poste, le tracking, du colis en question, il va vérifier le statut, il va voir que, je sais pas, il est perdu, il va ouvrir un cas de litige auprès de la poste pour dire, «C'est pas normal, voici la pièce jointe, que la cliente m'a fournie avec, sa pièce d'identité et cetera pour le litige», et il va répondre à la cliente en remboursant la cliente sur le back office et cetera. Donc il va faire toutes ces actions, qu'avant, des opérateurs auraient réalisées. Donc voilà, et donc nous, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a plus d'1 an Et en maintenant. contextualisant le message, c'est pas un truc qui est complètement Ah non, 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 complètement, pré-rédigé, voilà, c'est pour c'est ça, et c'est contextualisé. contextualisé, voilà, c'est ça, Tu nous avais donné l'exemple d'une d'une dame cliente qui qui avait dit oui, avait eu OK. un deuil dans la famille et qui avait pas pu recevoir son colis pour une absence de mémoire, et donc l'agent avait répondu en commençant par lui présenter ses condoléances. Hein, Exactement, voilà. exactement, et voilà, et aujourd'hui, nous, on est monté, enfin, on est, voilà, entre 30 et 40 des volumes de tickets qui sont, gérés, donc fully automated, donc répondus intégralement par une IA. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interaction humaine pour répondre à ces tickets. Et ce qui est hyper important d'ajouter, c'est que c'est Le probant parce que ton NPS, il augmente. Voilà, le niveau de satisfaction augmente, le temps de réponse augmente. Alors, les 2 sont liés, donc ça, forcément, vu que tu réponds plus vite, en général, les gens sont plus contents. Voilà, et donc en fait, tes équipes, elles peuvent se concentrer sur des cas plus compliqués et à plus de valeur ajoutée, et demain, elles peuvent se concentrer non pas sur du post-achat, mais sur du pré-achat aussi, et donc aider les gens aussi à mieux commander. C'est tout le niveau 1 qui est géré Oui, par des agents, et le niveau 2 et 3 qui est escaladé par voilà, c'est ça. tes équipes Ouais, ouais. en Et alors direct. oui. Et donc ça, typiquement, bah, c'était un exemple dont on avait parlé à Monaco, mais entre-temps, voilà, là, on a mis en place, d'autres agents IA sur d'autres thématiques. Donc typiquement, voilà, chez nous, il y a beaucoup de vérifications, tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier que, les caisses de tous les magasins remontent, il faut toujours vérifier que, il y ait pas eu un bug et que, tous les transporteurs, tous les moyens de paiement sur tous les pays, fonctionnent tous les jours, et que enfin, on passe nos vies à faire, entre guillemets, des alertes pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Et donc ça aussi, typiquement, et donc avant, c'était des personnes qui faisaient ces vérifications. Là, on va mettre en place, un système d'alerting sur absolument tout.
Et donc concrètement, quand tu arrives le matin, c'est des agents qui vont aller vérifier que les prix de vente sur tel marché sont bien ISO par rapport aux distributeurs, et cetera, et cetera. Et donc ça, typiquement, voilà, c'est aussi des nouvelles évolutions où en fait, ça va être des agents qui vont faire ce travail-là. Ces agents, ils sont développés, ils sont du Made in France, c'est des prestats, Alors ça parce qu'on dépend. parlait de souveraineté, tu vois. Ouais, ça dépend. Et est-ce que on a, Typiquement, moi, l'outil que j'utilise, par exemple, pour le service client, donc c'est un outil qui s'appelle Yuma. C'est des Français qui l'ont développé, ils sont basés en Espagne, donc c'est européen. Par contre, typiquement, le système d'alerting, les benchmarks, et cetera, tout ça, c'est des choses qu'on va faire en propre, hein. OK. Voilà. Donc c'est du Made in France. Donc c'est du made in France. Et développer ces agents en propre, C'est plus si compliqué puisqu'en fait, on a des choses comme Claude Code qui permettent aussi, concrètement, en fait, tu vas utiliser, à la base, un outil américain pour coder, mais par contre, concrètement, tu vas pouvoir le coder tout seul. Ça se ressent vachement, Sonia, quand même. On en parlait avec les startups, mais c'est vrai que c'est aussi une réponse à la souveraineté. C'est-à-dire que ce qui est probant, les cas d'usage, c'est les agents à l'intérieur des organisations. Elles sont pas forcément dépendantes des systèmes américains. Aujourd'hui, enfin, Lisa vient d'en parler, c'est que on est aujourd'hui capable de créer nous-mêmes par l'usage de ces. C'est une démocratisation de l'accès à la tech. Complètement. En vrai, alors que je défie Lisa de coder tout un système. Tu serais surprise. Mais c'est tellement puissant. Mais par contre, c'est puissant et rapide. Ouais. Par contre, si on doit parler franchement, il y a aussi, pour le coup, il y a aussi des choses qui vont découler de ça. C'est que concrètement, il y a des outils de start-up qu'on utilisait à l'époque qui vont pouvoir être remplacés. C'est-à-dire que dès que l'outil est au final un petit peu simple et que concrètement, ça n'était qu'une techno, vu que la techno est remplacée, si tu n'as pas d'intelligence derrière, pourquoi tu vas payer un outil quand toi, tu peux recréer l'outil? Ouais. Ça aussi, ce sera des problématiques demain. Et pour aller plus loin, et je sais que ça, c'est un sujet qui a été abordé avec Thomas Métivier de Cdiscount, c'est justement les ressources. Il faut savoir que c'est public, hein, Thomas le dit, le code de Cdiscount, il est développé par des IA et il est relu par la tech. Donc il n'y a plus besoin de juniors. Ouais. En revanche, c'est les seniors qui sont recherchés parce que on a besoin de cerveaux qui ont l'expérience, qui savent comment ça marche. Et pour les juniors, c'est donc il y a vraiment des enjeux de ressources derrière qui sont. Laura Toledano là de Zalando disait aussi d'ailleurs que il serait illusoire de se dire que tu puisses faire 100% confiance à une IA. Complètement illusoire. Que l'humain est plus que requis pour vérifier, modifier en fonction de ses challenges et de sa marque, bien sûr. Mais que tu ne pouvais pas tout déléguer à une IA. Non, et là on parle de l'esprit critique et c'est vraiment ça qui replace l'intelligence humaine au milieu de toute cette intelligence artificielle. C'est justement cet esprit critique et ça aussi, c'est beaucoup ressorti. C'est à savoir interpréter ce que la tech aujourd'hui nous propose, y mettre du bon sens et prendre de la distance par rapport aux résultats. Ouais. Et je pense que ça, là pour le coup, on va d'un point de vue un peu plus philosophique, ça veut aussi dire que nous, on est la génération qui avons connu l'avant. Mais nos enfants qui ne vont pas l'avoir, comment on va faire pour leur inculquer justement cette prise de recul? Parce que quand on se dit qu'en fait, on sera bon avec l'IA que quand on est conscient que c'est un outil et que nous, on est au-dessus pour pouvoir justement le gérer. Si eux, ils sont élevés en l'utilisant et que eux en sont dépendants, concrètement, comment on fait pour leur apprendre en fait à l'utiliser avec du recul et justement à se positionner au-dessus? Ça va être un vrai challenge aussi. C'est un vrai challenge pour tous ceux qui ont des enfants, et entre autres des enfants étudiants. On mesure à quel point c'est une vraie réalité bien tangible. Mesdames, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour le retour d'expérience. Si on veut rentrer en contact avec vous, je pense que LinkedIn, c'est le bon moyen de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours passer par moi. Merci, chers auditeurs, pour la fidélité avec laquelle vous écoutez les
Digital Doers. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, ainsi qu'à la revue de presse hebdo qui est diffusée sur LinkedIn tous les vendredis. Sonia, Lisa, merci beaucoup et à bientôt. Merci Cyril.